Alors, on va tout de suite continuer. Donc, pour cette séance-ci, qui s'intitule Laïcité à compléter et égalité des sexes, je me présente Catherine Côté. Pour ceux qui ne m'ont pas vu, j'ai présenté tout à l'heure. Donc, pour notre première présentation intitulée Les défis d'une éducation laïque au Québec, nous aurons Nadia El Mabrouk, qui est professeure au département d'informatique de l'Université de Montréal. Son expertise de recherche est en bioinformatique et plus particulièrement dans le domaine de la phylogénie et de la génomique comparative. Elle est connue du grand public pour son engagement et ses prises de position en faveur de la laïcité. Elle est auteure du livre Notre laïcité, paru en 2019 aux éditions Dialogue Nord-Sud. Elle a reçu le prix de laïcité Condorcet Dessaulles du mouvement laïque québécois en 2018 et en 2021, ainsi que le prix laïcité du Rassemblement pour un pays souverain en 2022. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Argument et surtout, elle est présidente du Rassemblement pour la laïcité. À vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors moi, j'ai été chargée de parler, dans le cadre de ce colloque, de la laïcité dans le monde de l'éducation. Bon, s'il y a un cours où l'enjeu de la laïcité se pose, c'est bien dans le cadre du cours d'éthique et culture religieuse. Et donc, je ne pouvais pas faire autrement que de me pencher, moi aussi, sur ce cours et sur celui qui va le remplacer. Donc, comme vous le savez, comme il a été dit beaucoup, ECR est en porte-à-faux avec la laïcité de l'État. Il a été conçu comme un cours permettant d'instaurer la laïcité ouverte à l'école publique. C'est écrit noir sur blanc dans des rapports du comité sur les affaires religieuses de l'époque. Donc, la liberté de conscience y est confondue avec la liberté religieuse. Celle-ci interprétée comme la liberté absolue de pratique et de port de signes religieux en tout temps et toutes circonstances. Et donc, tout ça est bien reflété dans les manuels scolaires du cours, donc il n'y a pas de mystère. Donc, s'il y a un projet d'envergure qui sera important de considérer dans les prochaines années au Québec en matière d'éducation laïque, c'est bien celui du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise. Alors donc, il faudra s'habituer à dire CCQ et non pas ECR. Donc, les questions, moi, sur lesquelles je me suis posée sont les suivantes. Donc, est-ce que la formulation du programme provisoire qu'on a entre les mains en ce moment-là permet d'éviter les écueils des CR? Est-ce qu'il permet de favoriser la convergence vers une citoyenneté québécoise commune? Et puis, quelles sont les balises, les fils conducteurs qui devraient être là pour le permettre? Alors, donc comment ne pas reproduire les écueils des CR? Vous voyez ici, c'est ECR et puis CCQ, donc c'est de ça que je vais parler. Bon, alors la première chose à regarder, c'est quand même les finalités et les compétences du programme. Alors, ECR avait deux finalités, je vous rappelle, la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Alors, ces finalités se retrouvent aussi dans CCQ, avec en plus une finalité qui est liée à l'exercice de la citoyenneté québécoise. Donc, j'en parlerai plus tard. Pour l'instant, je veux rester donc sur les deux finalités qui sont communes entre ECR et CCQ. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur la formulation de la poursuite du bien commun. Je trouve que c'était déjà bien formulé dans le cadre du cours ECR. Donc, on parlait même de citoyenneté commune, québécoise. Enfin, bon, je vois pas qu'il y avait là des raisons qui expliqueraient les dérives d'ECR. Par contre, dans la reconnaissance de l'autre, je dirais que s'il y a quelque chose qui était problématique. Alors, voilà la façon dont c'était formulé, dont la finalité reconnaissance de l'autre est formulée dans ECR. Donc, indissociable de la connaissance de soi, la reconnaissance de l'autre est liée au principe selon lequel toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité, d'où l'importance pour chacune d'entre elles d'être reconnue, notamment dans sa vision du monde. Donc, dans ECR, le respect de la dignité d'un individu passerait par la reconnaissance de sa vision du monde. Alors, évidemment, la croyance profonde d'une personne, croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, ça fait partie de sa liberté de conscience et évidemment, ça doit être respecté et protégé. Mais le problème, c'est que dans le contexte du multiculturalisme canadien qu'on connaît bien,
la vision du monde et la liberté religieuse, eh ben, c'est des concepts qui ont revêtu un très large, un sens pas mal large, qui englobe l'expression, la manifestation publique et même la promotion de la religion. Et puis donc c'est ça. Donc c'est ça, appelé à reconnaître toutes les visions du monde, c'est reconnaître toutes les religions sans se poser de questions. Et donc c'est bien cette interprétation en fait qui domine dans le cours ECR. Et donc c'était intéressant de voir comment c'était formulé. Est-ce que c'était formulé de la même façon dans CCQ? Alors si on regarde CCQ, donc la reconnaissance de l'autre, c'est la reconnaissance de soi. Donc on l'explique comme ça, la reconnaissance de soi et de l'autre est liée au principe selon lequel chaque personne, quelle que soient ses caractéristiques et sa vision du monde, est égale aux autres en droit et en dignité. Bon, alors donc, ici, il n'est plus question, on ne parle plus de reconnaître les visions du monde, hein, mais plutôt le droit de tous. Enfin, donc, il n'est pas question de reconnaître les visions du monde, mais le droit de tous, quelle que soit leur vision du monde, à l'égalité et à la dignité. On ne peut être que d'accord avec ça. Et donc, à mon avis, quand même, ça a été voulu et donc ça a été bien retravaillé. Et je pense qu'en effet, c'était une bonne idée. Et puis, cette modification de finalité, est quand même à même de peut-être limiter un peu je sais pas, la promotion des identités religieuses de tout un chacun. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est des compétences du programme, alors c'est ici, bon, je ne vais pas les... donc, la différence principale dans les compétences du programme entre SCR et CCQ, eh bien, c'est qu'on n'a plus cette compétence 2 qui est liée à la culture religieuse. Donc, la culture religieuse n'est plus énoncée en tant que compétence du programme, et donc c'est plus un élément essentiel du programme quand même. Donc, c'est encore là comme dans les thèmes, mais enfin, le cours ne tourne plus autour de ça. Donc, c'est vrai que ce sont des changements majeurs. Hein. Donc, on reprochait beaucoup au cours ECR, justement, de faire la promotion de l'identité religieuse, etc., au détriment d'une identité citoyenne commune. Bon, ben, écoutez, on peut dire en effet que ça a changé de ce côté-là. Bon, alors ça, c'est les choses positives. Bon, alors donc, c'est vrai que ça peut faire une différence. Maintenant, est-ce que juste ça, là, ça permet d'éviter tous les écueils des CR? Alors évidemment, non. Hein. Alors, c'était quoi les raisons des dérives d'éthique et culture religieuse? Bon, alors pour se faire une idée, il y a un document que je suis allée consulter, que plusieurs ont consulté, qui est quand même intéressant. C'est la consultation du ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation a fait une consultation auprès du réseau scolaire, donc des enseignants du primaire et du secondaire, pour leur demander ce qu'ils pensaient du cours éthique et culture religieuse. Et puis, le rapport a été rendu public suite à une demande d'accès à la formation. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est un document qui est tout à fait en l'honneur Enfin, je ne sais pas pourquoi ça a pris une demande d'accès à la formation pour l'obtenir, mais enfin, c'est un document intéressant. Bon, alors, donc là, par exemple, je suis allée, là, ce sont des commentaires, 3 commentaires d'enseignants, et donc c'est assez éclairant. Donc, enfin, une des raisons, donc des écueils des CR qu'on peut voir, eh bien, c'est le manque de fonds cohésifs, de moyens de rassembler dans une vision citoyenne commune. Alors, par exemple, l'enseignant 1, il dit « J'ai l'impression que c'est un programme qui est un petit peu, là, je parle des CR, hein, un peu relativiste, dans le sens que l'élève se limite à juste constater la diversité des points de vue, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'engagement citoyen, il manque de fonds cohésifs, il manque de projets sociaux communs. » L'enseignant 2, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs, mais ce qui manque, c'est un point où tout le monde devrait se retrouver pour vivre ensemble. Le 3e, c'est bien d'avoir des enseignements de religion,
Mais après ça, l'enjeu, c'est de rassembler c'est quoi les valeurs communes, c'est quoi les choses qu'on peut partager à l'école. Bon, alors c'est quoi les valeurs communes, comment on rassemble? Je pense qu'en effet, ce sont des questions essentielles quand on veut élaborer un cours de citoyenneté. Hein. Et alors, visiblement, ces enseignants n'avaient pas la réponse. Bon, bon alors donc, c'est ça. Là, je suis perdue. Désolée. Bon, alors, donc, c'est des questions préalables essentielles, OK? Et puis, comme on le disait, bah, la citoyenneté québécoise, ça ne va pas de soi, et puis, il faudrait la définir. Hein? Et clairement, il n'y a pas de réponse dans SCR, et malheureusement, on ne la voit pas tellement dans CCQ. Et puis, comme il a été dit, l'éléphant dans la pièce, eh bien, c'est l'absence de laïcité. Donc, je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus. Bon, alors, on a parlé de l'absence de laïcité en tant que thème. Moi, je dirais qu'il est absent en tant que fil conducteur. Moi, je me dis qu'il faudrait qu'il soit là, pas juste en tant que thème, mais en tant que fil conducteur. Parce que si on cherche une définition de citoyenneté québécoise, bon là je ne vais pas, donc là c'est la loi sur la laïcité de l'État. Bah, écoutez, si on cherche une définition de citoyenneté québécoise, eh ben, le préambule de la loi sur la laïcité en fournit une. Hein. Alors on parle de l'importance accordée à l'égalité entre les femmes et les hommes, sa tradition civiliste, des valeurs sociales distinctes l'ayant amené à développer un attachement particulier à la laïcité de l'État, celle-ci en assurant un équilibre entre les droits collectifs et les droits et libertés de la personne. Bon, bref, et alors si on met avec ça les principes de la loi, je trouve qu'on a là quand même tous les ingrédients pour définir la citoyenneté québécoise. Alors malheureusement, il n'y a pas la laïcité, comme on l'a dit, dans le programme provisoire, mais on ne voit pas non plus les valeurs, en tout cas, je n'ai pas trouvé non plus d'occurrence de neutralité religieuse, de liberté de conscience, de liberté religieuse. Enfin, c'est pas là. Bon, alors donc, la question, c'est que si on dit rien, eh ben, c'est quoi qui va empêcher la promotion de la laïcité ouverte, hein, comme ECR? Alors, vous savez que nos enfants se font dire que la loi 21 est raciste et islamophobe. Moi, j'ai deux adolescents, 14 ans, 16 ans, et je peux vous dire que c'est souvent, alors il y en a un qui le prend pour vrai, n'est-ce pas, malheureusement, qui intègre le discours, et un autre qui me le rapporte, bon, qui essaye de défendre la loi 21, mais qui n'y arrive pas, qui demande de l'aide, en fait. Il aimerait bien qu'on l'aide à pouvoir défendre la loi 21, lui dire qu'elle n'est pas raciste et tout ça. Alors, tant que la laïcité de l'État ne sera pas assumée, tant qu'on refusera d'en faire la pédagogie, hein, de l'assumer même comme un élément structurant de la citoyenneté québécoise, d'en promouvoir les principes, eh bien, les adversaires vont continuer à la diaboliser auprès de nos enfants et ils vont continuer à se faire accuser de racisme s'ils disent du bien de la loi 21. J'ai pas fini du tout. Excusez-moi. Bon, alors, par ailleurs, une critique qui a été formulée à l'égard du nouveau cours est son apparence fourre-tout avec des thèmes très différents: éducation juridique, éco-citoyenneté, citoyenneté numérique, éducation à la sexualité, etc. Alors, donc, la question, c'est quoi? Quel est le fil conducteur entre tous ces thèmes? Eh bien, si on cherche un fil conducteur, on peut le trouver, pas nécessairement dans le programme, mais dans les déclarations du ministre lors de l'annonce du cours. Alors, vous vous rappelez, c'était en octobre 2021 et c'était dans un climat de censure et de polémique universitaire, vous savez, autour du mot en haine, des cérémonies de purification par la flamme, des livres, vous savez, on brûlait les Tintins, les Lucky Luke, les Astérix, et donc c'est là-dedans hein, qu'a été bon. Et donc là, par exemple, c'est une citation de Jean-François Roberge qu'on retrouve dans le communiqué de presse lors de l'annonce du cours. Donc, ce qui dit les appels à la censure, la polarisation sur les réseaux sociaux, ainsi que les nouvelles controverses autour de la liberté d'expression sont autant d'indicateurs d'un besoin criant de retour d'un véritable dialogue démocratique. Ces nouveaux enjeux, en plus du bilan effectué de l'ancien cours, motivent à eux seuls cette réforme en profondeur.
Et donc, en fait, il annonçait bien donc, que c'était en fait un cours un peu pour contrer le wokisme ambiant. Hein. Donc, le fil conducteur, ben, c'était un peu ça. Voilà, donc contrer ce wokisme ambiant, puis entraîner, enfin exercer au dialogue, à un dialogue démocratique sain. Bon, mais écoutez, entraîner au dialogue démocratique, c'est écrit aussi dans le programme des CR. Alors c'est beau, on est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord avec les propos du ministre, mais comment passer de la théorie à la pratique? Bon, alors c'est vrai, dans le programme, il y a des choses un peu différentes. Donc, par exemple, on parle explicitement de censure et d'endoctrinement à certains endroits. Donc, on dit qu'il faut éviter la censure et l'endoctrinement, et ça, c'était pas en effet dans le programme ECR. Mais enfin, ça reste quand même théorique. Et puis, il y a beaucoup de risques de dérapage. Alors donc, par exemple, si on va voir les thèmes, là, je vous ai sorti le thème groupes sociaux et rapports de pouvoir. Alors, si vous lisez dans les concepts à traiter ici, là, alors vous pouvez voir les mots sexisme, racisme, colonialisme, homophobie, féminisme, décolonialisme, antiracisme, mouvement LGBT. Donc ça, là, c'est pour la 5e année secondaire. Mon fils est en 5e année secondaire et mon fils se fait expliquer, n'est-ce pas, le racisme systémique et tout ça. Et donc, et mon fils, il voit bien en fait que le cours n'est pas là, en fait, il est là pour diviser. Il le remarque lui-même et sincèrement, c'est inquiétant. Alors, de quel féminisme est-ce qu'on va parler? De quel antiracisme? De quelle lutte LGBT? Est-ce qu'on choisira les concepts des individus les plus militants, les plus radicaux de chaque camp? OK, alors, oui, alors, bon. C'était le marxisme en 1970, la théorie dominante. De nos jours, c'est la théorie critique de la race, dont la vision sociale est dominée donc par la race. Et toute l'histoire de la civilisation occidentale est donc revue sous le prisme de la domination de la race blanche, l'impérialisme, le colonialisme, le racisme. Et donc, est-ce que c'est de ça qu'on va leur parler, hein? Donc, ça rentre complètement là-dedans. Et donc, on est donc dans une racialisation des rapports sociaux. Et comme je vous l'ai dit, en tant que mère, je l'observe quand même que les enfants, que les jeunes, eh bien, se désignent de plus en plus par rapport à leur origine, à leur religion. Enfin, c'est devenu divisif, en effet. Et donc, il y a un danger. Alors, et évidemment, pas de place à la contestation. Hein. Ceux qui osent défendre la loi 21 ou alors contester le concept de racisme systémique, alors on sait bien alors qu'ils sont dénigrés, qu'ils sont considérés comme des ennemis. Alors comment est-ce que ça va changer? Comment, par miracle, est-ce que ça va devenir différent avec le cours CCQ? Sincèrement, moi, j'y crois moyennement. Hein. Donc, comment éviter que le cours ne devienne le nouveau véhicule du wokisme actuel? Bon, alors écoutez, moi je vais aller un peu vite parce que j'ai pas trop le temps. Enfin, peut-être que des réponses à ça, donc il manque des fils conducteurs. Il faudrait quand même mettre quelques fils conducteurs. Et les fils conducteurs, écoutez, le ministre, il a semé des pierres lorsqu'il a présenté le cours. Quelques jours avant, il y a une lettre, il a écrit une lettre avec son homologue français, Michel Blanquer, sur la liberté d'expression, sur l'importance du débat démocratique. Et ce qui ressortait, c'est les valeurs universelles. Et donc, développer enfin, un sentiment de citoyenneté basé sur des valeurs universelle. Ça encore, c'est un mot qu'on n'ose pas prononcer et malheureusement, mais c'est un mot clé. Alors pour contrer au communautarisme, pour arriver à rassembler, eh bien, écoutez, c'est essentiel de parler de droits, d'universalité des droits. Bon. Alors donc, moi, je me dis que c'est malheureux aussi bah, écoutez, on peut pas réinventer les choses. C'est quand même Hein, on les invente pas pour faire beau les mots. Hein. C'est parce que voilà, ça serait
l'essentiel, à mon avis, des valeurs qu'on devrait mettre comme fil conducteur pour le cours. Et puis le dernier point, et donc on a une tendance ici, vous savez, à identifier les gens en fonction de religion, de race ou d'ethnie ou d'identité de genre. Alors, est-ce que ça va, alors, malheureusement, ça risque d'être pire avec ce cours-là. Et donc, il faut que je ne peux pas finir sans vous parler du cours d'éducation à la sexualité. Donc, en lisant le programme provisoire de CCQ, on s'aperçoit que l'éducation à la sexualité y occupe une grande place. Alors, ça a été annoncé, pendant que le ministre l'a annoncé aussi, quand il a annoncé le cours. Donc, c'était dans le cadre de la lutte à l'exploitation sexuelle, aux agressions sexuelles et aux violences faites aux femmes, qui sont malheureusement une réalité au Québec encore. Évidemment, on ne peut que saluer cette initiative. Mais sauf qu'il y a une autre réalité qu'il ne faudrait pas négliger dans le cadre d'un cours qui promeut l'objectivité et la rigueur scientifique. Eh bien, c'est l'emprise de l'idéologie du genre qui tend à nier le sexe biologique. Alors, la tendance actuelle, c'est d'amener à confondre les concepts, le sens même des mots homme, femme, garçon, fille, de sorte qu'ils ne correspondent plus à une réalité biologique, mais à un ressenti. Dans le cadre de la lutte à la censure, parce que là, on est dedans, là, s'il y a une thématique qui donne lieu à la censure, à l'annulation de conférences, au bannissement, eh bien, c'est bien ce thème de l'identité de genre. Alors, malheureusement, il est présent dans le cours et en dehors de tout débat critique. Alors, ce programme d'éducation à la sexualité, il faut savoir qu'il existe depuis 2019, sauf qu'il n'existe pas en tant que cours. Alors, ce qui est proposé, eh bien, c'est que ce cours CCQ devienne le principal véhicule de ce programme. Et ce programme, si on veut en avoir une idée claire, c'est facile, c'est long, mais c'est facile. Donc ça aussi, c'est un document qui a été obtenu par l'accès à l'information, par la loi de l'accès à l'information par un parent. Donc, c'est un canevas de cours très détaillé de 685 pages. Et donc, le programme est là. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Et évidemment, il y a des parties qui sont très bien là-dedans, qui rentrent très bien dans la vision gouvernementale. Sauf que, surtout les parties identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales, donc vous voyez, il y en a à peu près un par année, eh bien, c'est des thèmes où le contenu, où il y a le contenu identité de genre. En fait, c'est la philosophie, c'est l'idéologie du genre qui domine dans ces chapitres-là. Alors, on y explique, par exemple, qu'entre 3 et 7 ans, les enfants peuvent commencer à explorer leur identité de genre et qu'ils peuvent découvrir que leur sexe attribué à la naissance diffère de l'identité de genre qu'ils ressentent en eux. Alors, donc, c'est présenté comme la véritable identité de l'enfant. Alors, comment on va enseigner les méthodes contraceptives si être fille, c'est une question de ressenti. Et en effet, tout ça, là, ça rentre en contradiction pas mal avec d'autres parties du cours. Donc ça, c'est l'outil SAM. Donc malheureusement, donc vous voyez, ça, c'est pas des choses qui ont été développées par des pédagogues, par des spécialistes en sexologie. C'est des choses qui ont été développées par des groupes militants LGBTQ. Donc ça, par exemple, c'est l'outil SAM qu'on propose, qu'on suggère dans le programme dès la maternelle, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, l'outil SAM, c'est un document, mais c'est aussi une vidéo, c'est aussi un jouet conçu comme une poupée pérusse qui passe de la petite fille au petit garçon. OK? Alors, si vous voulez, un autre outil qui est utilisé, c'est cette affaire ici, là. Alors ça, c'est le bonhomme désarticulé ou alors bonhomme pain d'épices, ça peut être une licorne aussi, qui illustre l'identité de genre, l'orientation sexuelle et le sexe comme des concepts indépendants les uns des autres qui seraient associés au cerveau, au cœur, au corps et représentés comme un continuum. Donc vous voyez le sexe, par exemple, c'est un continuum. Tout ça, c'est dans nos écoles, n'est-ce pas? Et donc, ça, là, c'est une illustration militante non scientifique qui n'a pas lieu d'être à l'école, n'est-ce pas? Donc voilà, et finalement, même si
ce qui ressort aussi du programme provisoire, même si en dehors de cette identité de genre-là, c'est que l'éducation sexuelle, je comprends que c'est une partie importante d'un cours de citoyenneté, mais le truc, c'est que dans presque tous les thèmes, il y a des concepts d'éducation à la sexualité. Alors, relation en tout cas, bref, je ne vous le dirai pas là, mais dans tous les thèmes, vous savez, on était en train de chercher un fil conducteur. Qu'est-ce qu'une citoyenneté? Quelle est la définition d'une citoyenneté québécoise? Quels sont les éléments communs, le fil conducteur? On ne trouve pas vraiment, mais par contre, des éléments d'éducation à la sexualité, on les voit un peu partout. Écoutez, moi, je trouve quand même que c'est outrepasser l'objectif du programme d'éducation à la sexualité que d'en faire une structuration, enfin un élément structurant de la citoyenneté québécoise. Alors, pour finir, donc je conclus là-dessus. Bon, alors, si je n'ai pas le temps, je vais peut-être passer ma quand même. Écoutez, alors, les objectifs annoncés lors de la création du nouveau cours, c'était donc de valoriser l'appartenance des jeunes à une culture, à une citoyenneté québécoise commune qui transcende les particularismes religieux et développer le jugement critique afin de favoriser un dialogue démocratique équilibré. Alors, dans les faits, c'est vrai, des changements concrets ont été apportés aux finalités et aux compétences qui sont de nature à minimiser la stigmatisation des jeunes en fonction d'appartenance religieuse. Mais ces changements sont loin d'être suffisants pour changer l'orientation du cours. ECR est basé sur une compréhension différentialiste de la liberté, de l'égalité, de la neutralité religieuse et non pas universaliste. Alors, on n'arrivera pas à créer du commun pour un cours de citoyenneté avec cette vision. La seule façon d'inverser la tendance, c'est d'énoncer clairement le modèle de laïcité de l'État ou de convergence, enfin, si on veut, et les principes qui les sous-tendent. Mais on va nous dire qu'on ferait de l'endoctrinement si on fait ça. Alors, mais moi, je me demande en quoi est-ce que c'est de l'endoctrinement et pourquoi tous ces gens qui nous disent ça ne dénonçaient pas l'endoctrinement du cours ECR. Hein. Alors, en tout cas, c'est l'un ou l'autre. C'est la laïcité ouverte, autrement dit non, aucune laïcité, ou alors c'est la laïcité, mais ça ne peut pas être les deux. Alors, on ne peut pas concevoir un cours de citoyenneté sans aucune prémisse de départ. Hein. La peur de se faire accuser d'endoctrinement si on affirme la laïcité de l'État, c'est tout simplement le refus d'affirmer ce modèle de laïcité. En fait, ne pas affirmer la laïcité de l'État, ça revient à abandonner nos jeunes aux endoctrinements par la théorie critique de la race, par l'idéologie du genre, par l'idéologie multiculturaliste, qui sont auréolés de vertus en plus et qui sont intouchables. Et alors, en particulier, s'il y a un thème où le dogmatisme est présent, c'est celui-ci, hein, c'est celui de la théorie du genre. Le cas de la romancière J.K. Rowling, je n'ai pas besoin de le rappeler, il est parlant. Hein. On ne peut pas contester ou même faire de l'humour avec les notions farfelues d'hommes menstrués ou d'hommes enceints, hein, sans être attaqué, dénigré, banni de conférences et congédié. Il y a pas mal de femmes qui ont été congédiées. Alors, donc écoutez, on ne voudrait pas que tout cet exercice ardu, toute cette énergie qui a été mise pour changer ECR, ça fasse quoi? Changer 4,30 sous pour une pièce. Hein? Donc, c'est ça. On ne veut pas changer un dogmatisme par un autre. Et donc, pour éviter ces dérapages, donc moi, je proposerai, c'est quoi les fils conducteurs? Je l'ai dit, là, la laïcité de l'État, le principe d'universalisme des droits, et puis je rajouterai faire primer les connaissances scientifiques, les faits objectifs et le jugement rationnel sur les croyances. Alors en fait, c'est l'esprit des Lumières qu'il faut réhabiliter, sinon on aura échoué. Nous allons maintenant, je me dirige vers l'écran ici. Notre prochaine présentatrice sera donc Marie-Claude Girard. Donc, forte de 30 ans d'expérience dans la fonction publique fédérale, elle a eu la chance de contribuer au développement de politiques et de programmes en tant que membre de la haute gestion dans les ministères Patrimoine canadien, Affaires autochtones et du Nord-Canada et Femmes et égalité des genres, en plus d'avoir travaillé 9 ans à la communauté
à la Commission canadienne des droits de la personne. Elle est membre du conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité et publie régulièrement dans les médias québécois sur des sujets liés à la neutralité religieuse de l'État, la laïcité, les droits des femmes et l'égalité entre les sexes. Et sa présentation a pour titre « Laïcité et droits des femmes à l'égalité ». On vous écoute. Alors, c'est à vous. Merci. C'est beau, merci. Alors, merci pour l'invitation. Ma présentation, le droit des femmes à l'égalité fait partie des éléments qui ont été soulevés à la Cour supérieure et aujourd'hui à la Cour d'appel pour justifier ou pour invalider la loi sur la laïcité de l'État. Ma présentation portera donc sur le choc des approches universalistes et intersectionnelles en ce qui a trait aux droits des femmes à l'égalité dans le contexte de la contestation de la loi 21. Je pense qu'on peut avoir la page 2 de la présentation. Bon, je continue. Je soulignerai leur contradiction par rapport au combat traditionnel des féministes ayant permis l'émancipation des femmes dans le monde, à savoir la lutte contre le patriarcat religieux, la liberté d'expression et la solidarité internationale. Mais avant de commencer, un peu d'histoire. C'est pour éviter un relativisme religieux ou culturel que les féministes d'ici ont exigé et obtenu, en 1982, l'ajout d'un article garantissant le droit à l'égalité entre les sexes dans la Charte canadienne des droits et libertés. Il s'agit de l'article 28. Ces féministes réagissaient ainsi aux décisions antérieures de la Cour suprême qui, plutôt que de reconnaître aux femmes les mêmes droits que les hommes, consacra l'égalité formelle en comparant les femmes entre elles. De ce fait, comme toutes les femmes autochtones perdaient leur statut, comme toutes les femmes enceintes devaient travailler plus de semaines que les autres travailleurs pour avoir des prestations de chômage, toutes les femmes fermières n'avaient pas droit au partage de la ferme, il n'y avait pas de discrimination. De plus, les féministes de l'époque craignaient que l'enchâssement du multiculturalisme dans la Charte canadienne limite, pour certaines, l'accès à l'émancipation dont peuvent jouir les autres femmes. Elles tenaient à ce que la protection du droit à l'égalité fasse l'objet d'un article distinct de celui listant les motifs illicites de discrimination, puisqu'il s'agit d'un concept différent ne pouvant souffrir d'aucun compromis ou accommodement raisonnable. Elles avaient vu juste. Quelques années plus tard, en 1989, l'Américaine Kimberly Crenshaw développait l'approche dite intersectionnelle, qui invite à prendre en considération les caractéristiques raciales, culturelles et religieuses des femmes pour traiter des questions de discrimination. Alors, selon l'approche intersectionnelle, les droits universels masquent des rapports de pouvoir qui avantagent la majorité au détriment de tous les autres groupes d'appartenance. Bien que le contexte américain soit très différent de la réalité canadienne, cette approche tend à se répandre. Au cours de la même période, et en réaction au multiculturalisme canadien, le Québec choisit, pour sa part, de miser sur un modèle d'intégration universaliste qui organise l'espace public autour de valeurs communes. L'égalité entre les femmes et les hommes fait partie de ces valeurs. Par ailleurs, le Conseil du statut de la femme signale dès 1997 le danger d'inclure l'identité culturelle lorsqu'il est question des droits des femmes à l'égalité, reconnaissant que dans le cas des femmes, il y a un danger d'enfermement dans des normes et des valeurs patriarcales opprimantes. Le gouvernement du Québec en prend acte et ajoute en 2008 une clause pour protéger l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il s'agit de l'article 50.1. Le droit des femmes à l'égalité, indépendamment de toute culture ou religion, est maintenant légalement protégé. L'influence américaine est forte
et l'approche intersectionnelle se fait de plus en plus sentir. Il ne s'agit plus uniquement de considérer les discriminations croisées, interreliées ou multidimensionnelles, telles qu'appliquées en droit canadien, mais d'entrelacer les motifs au point de créer, en quelque sorte, un nouveau motif complexe de discrimination. Exemple, les femmes appartenant à une minorité raciale ou ethnique. Plusieurs féministes universalistes tirent la sonnette d'alarme. Elles constatent qu'à l'intersection des discriminations, l'égalité des sexes cède le passage au respect de l'intégrisme des différentes cultures ou religions. Elles refusent d'être cloisonnées dans une case religieuse, culturelle ou raciale qui, en fait, les empêche d'accéder aux droits universels. Pour elles, l'intersectionnalité emprisonne. L'histoire de la Canadienne Yasmine Mohamed en est un exemple éloquent. Elle dénonce à 12 ans la maltraitance infligée par son beau-père intégriste ainsi que l'imposition du voile islamique. Le juge canadien lui a répondu « Ce sont des pratiques courantes dans votre communauté. Nous ne voulons pas interférer. » Cette approche intersectionnelle, ou qui prend en considération les valeurs culturelles et religieuses d'une communauté spécifique, l'a enfermée dans un patriarcat religieux en dépit du droit à l'égalité. Le choc des approches universelles et intersectionnelles en ce qui a trait aux droits des femmes à l'égalité se retrouve aujourd'hui au cœur du procès de la loi 21. Deux organisations de défense des droits s'affrontent et toutes les deux soulèvent l'égalité entre les sexes pour défendre ou contester la loi. D'un côté, il y a l'organisme universaliste pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, qui considère que la loi 21 permet l'évolution démocratique de l'égalité entre les femmes et les hommes en servant de rempart aux symboles religieux sexistes. Pour PDF Québec, le droit des femmes à l'égalité ne peut souffrir d'aucun compromis au nom de la liberté de religion dans les institutions publiques. De l'autre côté, il y a la Fédération des femmes du Québec, appuyée par le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes, qui commande une approche intersectionnelle de la discrimination dans l'étude des effets réels de la loi 21. Pardon. Elle suggère, si on peut mettre l'autre diapositive, elle suggère de prendre en considération l'intersection femmes musulmanes et portant le voile pour évaluer l'impact de la loi 21, puisque la loi aurait un effet disproportionné sur les musulmanes portant le voile, comparativement aux hommes ou aux autres groupes distincts de femmes. Il importe peu pour ces organisations que la loi 21 s'applique autant aux femmes qu'aux hommes ou que des personnes d'autres confessions religieuses et portant des signes religieux contestent également la loi. Ce qui compte pour elles, c'est uniquement l'effet effectif de la loi 21 sur un groupe particulier de femmes. La Cour d'appel devra donc se prononcer, à savoir si, dans son jugement sur la validité de la loi 21, le juge Blanchard a commis des erreurs de droit quant à son analyse du droit à l'égalité des sexes. Plus précisément, la Cour devra déterminer si la loi 21 viole de manière injustifiable l'article 28 de la Charte et doit être déclarée inopérante, comme le réclament les partisans de l'approche intersectionnelle, ou si le juge Blanchard a omis d'analyser le concept d'égalité entre les femmes et les hommes et de considérer qu'une atteinte à ce droit est une limite intrinsèque à la liberté de religion lorsqu'il a invalidé l'application de la loi pour les commissions scolaires anglophones. J'aimerais maintenant mentionner quelques enjeux que ce débat soulève, non d'un point de vue juridique, ce que fera Maître Christiane Pelchat
ancienne présidente du Conseil du statut de la femme et représentante de PDF Québec à la Cour d'appel, mais d'un point de vue conceptuel. J'aimerais donc aborder brièvement la lutte contre le patriarcat religieux qui a historiquement permis l'émancipation des femmes au Québec, la liberté d'expression et l'islamophobie, ainsi que la solidarité internationale. Partout dans le monde, et en particulier au Québec, l'émancipation des femmes n'a pu se faire sans leur émancipation des religions. C'est, par exemple, l'opposition farouche du clergé qui a fait en sorte que les Québécoises ont dû attendre jusqu'en 1940 pour obtenir le droit de vote. Fort de son profond ancrage en religion, il avait même recueilli 25 000 signatures de femmes issues du milieu rural s'opposant au suffrage féminin. Cela ne signifie pas que ces femmes étaient aliénées, mais, encouragées par le clergé, elles ne cherchaient pas à obtenir davantage de droits afin de tendre à une égalité entre les sexes. L'ingérence de l'Église pour limiter les droits des femmes au Québec s'est à nouveau manifestée alors qu'on envisageait la reconnaissance de la capacité juridique de la femme mariée en 1964, la décriminalisation de la contraception en 1969 et celle de l'avortement en 1988. C'est aussi aux grandes dames des autorités ecclésiastiques de l'époque que le gouvernement du Québec laïcise l'éducation via la création d'un ministère de l'Éducation dans les années 60. Les filles ont désormais droit à une éducation identique à celle des garçons. En l'espace de seulement quelques années, le nombre de femmes poursuivant des études postsecondaires augmente rapidement, si bien que leur effectif dépasse ceux des hommes dans les années 70. Le même phénomène se produit au niveau universitaire dans la décennie suivante. L'État reconnaît ainsi aux parents le droit d'offrir à leurs enfants un enseignement non confessionnel, respectueux de leur liberté de conscience et de celle de leurs enfants. Pardon. L'élève, autant fille que garçon, se retrouve au cœur du système d'éducation québécois. Parallèlement à cette révolution tranquille, la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada identifie en 1970 les grandes religions monothéistes comme une cause de l'infériorisation des femmes et de leur retard à jouir des avancées juridiques, technologiques, sociales et culturelles de nos sociétés. Puis, bien avant la fameuse commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, le Conseil du statut de la femme recommande en 1997 que le gouvernement donne aux commissions scolaires et aux écoles des lignes directrices claires pour contrer les demandes d'accommodement religieux pouvant nuire aux droits des filles à l'égalité. Il recommande aussi que le gouvernement lie l'attribution des subventions aux écoles privées subventionnées au respect du droit à l'égalité dans ses pratiques scolaires ou parascolaires. Poussant plus avant son analyse, le Conseil conclut que le droit des femmes à une égalité réelle pose une limite au droit à la liberté de religion et recommandait déjà en 2007, puis en 2011, que soit interdit le port de signes religieux pour l'ensemble des membres du personnel de l'État dans le cadre de leur travail. Néanmoins, malgré les avis du Conseil, plusieurs accommodements raisonnables sont consentis sur des bases culturelles ou religieuses dans les années 2000, accommodements qui heurtent les valeurs d'égalité entre les sexes tant prisées par les Québécoises et les Québécois. Parmi bon nombre d'exemples, citons celui d'une école secondaire publique où les filles et garçons avaient été séparés lors de l'examen final du cours de natation et où les fenêtres de la piscine avaient été obstruées pour éviter qu'un homme puisse apercevoir de l'extérieur les jeunes filles en tenue de bain.
Il y a aussi le service de police de la Ville de Montréal qui suggérait à ses policières de laisser intervenir leurs collègues masculins lorsqu'elles devaient transiger avec des hommes de la communauté juive hassidique. La population réagit à ces accommodements, ce qui a mené à la création de la fameuse commission Bouchard-Taylor en 2007. Alors que le non-respect des droits des femmes faisait clairement partie des irritants liés à certains accommodements dits religieux, on ne retrouvera aucune recommandation à cet effet dans le rapport. Ce fut une occasion manquée pour le droit à l'égalité des femmes. Heureusement, sensibles aux préoccupations de la population, les 8 projets de loi présentés au fil des ans par les différents partis politiques pour résoudre la situation ont tous reconnu et affirmé le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. La Charte des valeurs du Parti québécois et la loi 21 de la CAQ ont aussi, quant à eux, reconnu l'importance de l'interdiction des signes religieux auprès des élèves de l'école publique. Voilà une partie du combat contre le patriarcat religieux qu'ont mené les féministes universalistes au cours des ans. Les féministes intersectionnelles, quant à elles, estiment que l'interdiction des signes religieux constitue un non-sens puisqu'il brime la liberté d'expression et de religion de certaines enseignantes. Elles ne reconnaissent pas qu'un vêtement ou un signe religieux porté par une personne qui constitue un modèle et une figure d'autorité auprès des jeunes s'avère du proxélytisme passif, peu importe les intentions de celles qui le portent. Elles ne voient pas non plus que les signes ou vêtements constituent un moyen de communication important de valeur, de statut social, de rôle et d'identité. Or, les signes religieux sont, à quelques exceptions près, résolument différenciés pour les femmes et pour les hommes, et chacun d'entre eux véhicule un statut social, des valeurs, des rôles et des responsabilités distinctes, ce qui exacerbe leur caractère sexiste. Pour les universalistes, l'école publique a la responsabilité de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de contrer les stéréotypes. Cautionner des signes sexistes à l'école publique équivaudrait, selon elle, à valider la discrimination systémique faite aux femmes par les religions. Bien entendu, le rôle de l'État n'est pas de réguler le sexisme religieux. Il se doit néanmoins de veiller à ce que les institutions qui en soient exemptes, puisque contraires à l'égalité, à l'atteinte de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Ça, c'est le rôle de l'État. Alors, j'aimerais rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme statuait en 1994 que, et c'est une citation, « Ceux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils le fassent en tant que membres d'une majorité ou d'une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à être exemptés de toute critique. Les croyances ne peuvent jamais exiger le respect. Ce sont les personnes qui doivent être respectées. Pardon. Aucune croyance, aucune idée, aucune opinion ne peut exiger de ne pas être débattue, critiquée, surtout, à mon avis, lorsqu'il s'agit du droit des femmes à l'égalité. Le féminisme intersectionnel, qui défend des pratiques culturelles et religieuses sexistes, fait l'affaire du patriarcat. Il tente de museler les féministes laïques et universalistes en les accusant d'islamophobie, même quand elles sont de culture musulmane et qu'elles dénoncent leur propre oppression. C'est ce qui est arrivé au docteur Shérif Émile, un chirurgien pédiatrique canadien, pardon, accusé d'islamophobie pour avoir dénoncé l'utilisation d'une photo d'une fillette d'à peine 5-6 ans portant le hijab en couverture du journal de l'Association médicale canadienne en 2021. Selon le Dr Émile, l'utilisation de cette photo était mal avisée
et perpétuait une pratique souvent traumatisante et nuisible. Le Conseil national des musulmans canadiens et le Conseil consultatif musulman du Canada ont jugé qu'il s'agissait là d'islamophobie, réclamé des excuses de la part du journal et appelé à des sanctions contre le chirurgien. À la suite de cette histoire, des femmes occidentales de culture musulmane, dont la Canadienne Yasmine Mohamed, se sont mobilisées sur les réseaux sociaux pour dénoncer le fait qu'elles aussi se faisaient accuser d'islamophobie lorsqu'elles racontaient leurs histoires personnelles relatives au hijab forcé. Les médias en ont très peu parlé. Être accusé de racisme fait peur et nos accusateurs le savent. Or, la critique des pratiques religieuses sexistes est indispensable pour l'avancement des droits des femmes et le respect de l'égalité entre les sexes au Canada. Avec l'intersectionnalité, ce sont toujours les femmes qui cèdent le passage aux intérêts du groupe ethnique et religieux auquel on les assigne. Au nom du respect des cultures et du droit à la différence, les féministes intersectionnelles refusent de questionner la symbolique du voile ou les pressions psychologiques et communautaires qui jouent en faveur du choix de le porter au grand plaisir du patriarcat religieux. L'intersectionnalité détourne le féminisme de son objectif d'émancipation individuelle et collective de toutes les femmes. Or, malgré leurs différentes religions, cultures ou traditions, les femmes du monde ont de nombreux points en commun. Toutes doivent se battre pour la reconnaissance de leurs droits, dont l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est d'ailleurs de la reconnaissance de ce défi majeur et universel qu'est née, en 1979, la CEDEF, soit la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de l'ONU. 2 ans plus tard, en 1981, est aussi née la Déclaration sur l'élimination de toute forme d'intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction, qui précise, je souligne, que la liberté de manifester sa religion peut être limitée si cela s'avère nécessaire à la protection des droits d'autrui, dont les droits des femmes à l'égalité. De tout temps, et encore aujourd'hui, les courants fondamentalistes des grandes religions qui mettent de l'avant différentes formes de ségrégation sexuelle et un rôle citoyen différent pour les femmes constituent une menace aux droits des femmes à l'égalité. Cette prise de conscience de l'oppression subie par l'ensemble des femmes est à la base de leur solidarité ou sororité. C'est l'essence même du féminisme universaliste. La promotion de la laïcité fait partie des stratégies féministes pour contrer les fondamentalistes religieux. La néo-québécoise d'origine égyptienne et spécialiste de la situation des femmes dans la culture arabo-musulmane, Yolande Jeddah, abonde dans le même sens. Selon elle, le courant féministe intersectionnel nuit aux droits des femmes à l'égalité puisqu'il encourage le statu quo dans les communautés patriarcales. Madame Jeddah a témoigné en cour supérieure en faveur de la loi 21. Malheureusement, le juge Blanchard n'a pas voulu accorder beaucoup de poids à son analyse. En conclusion, l'égalité de fait entre les femmes et les hommes n'est pas encore une réalité au Québec. L'identification, la dénonciation et l'élimination des pratiques sexistes, religieuses et autres demeurent essentielles à l'avancement du droit des femmes à l'égalité. L'approche universaliste ouvre la voie à une égalité réelle entre les femmes et les hommes de toute origine. L'approche intersectionnelle, qui conforte l'emprise du patriarcat religieux, freine cette avancée. Heureusement, l'égalité entre les sexes fait partie des considérants de la loi 21 et constitue l'un de ses principes. La loi 21 s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, porte sur tous les signes religieux et vise la neutralité religieuse des fonctionnaires en position d'autorité. Il semble donc incongru de penser que cette loi contrevienne à l'égalité entre les sexes. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Girard.
Donc, nous avons maintenant notre dernière présentation de ce panel. Après des études en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, à l'IEP Strasbourg et à Stockholm Universitet, Stéphane Vigneault a travaillé au pays et à l'étranger dans le domaine des politiques publiques et des communications. Après avoir complété un diplôme de gestion des organismes culturels au HEC Montréal, il travaille comme consultant dans le domaine des arts. Il est l'un des cofondateurs d'École Ensemble et en est également le coordonnateur. C'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je sais que c'est la fin de la journée. Je suis le dernier à passer, mais je suis ici pour apprendre de vous, enrichir notre réflexion. Donc, je vous demande un dernier effort. Je pense que ça va être récompensé. Je vais voir si je suis capable de changer. Oui, quelques mots sur École Ensemble, donc l'association que je coordonne. On existe depuis environ 5 ans et notre mission, c'est de faire en sorte que le Québec se dote d'un système d'éducation équitable. Donc, ce qu'on veut mettre en échec, c'est notre fameux système à 3 vitesses. Je peux en reparler un peu plus tard, mais vous le connaissez bien. Donc, je vous amène sur le terrain plutôt des politiques publiques de l'éducation, donc un peu moins sur le juridique ou l'histoire. Je vais présenter donc le plan pour un réseau commun qu'on a lancé au mois de mai dernier. Je vais le faire assez sommairement parce que je veux justement garder du temps pour vos questions, vos interrogations. Nous, on s'est attaqué à l'enjeu de l'école à 3 vitesses, pas d'un point de vue de laïcité, vraiment d'un point de vue d'égalité, mais je pense que l'approche qu'on propose règle certains des enjeux de l'école confessionnelle, du fait que, par exemple, l'école privée en ce moment est exemptée de la loi 21. Donc, c'est peut-être un dialogue là, que j'aimerais avoir avec vous. J'ai essayé d'anticiper un peu certaines de vos questions. Je vais essayer d'y répondre, mais donc, j'espère avoir vos lumières sur nos propositions. Donc, nos constats de base, c'est que, bon, au Québec, on a un marché scolaire, on a des écoles privées subventionnées qui sont en compétition avec des écoles publiques sélectives pour attirer les étudiants les plus rentables en termes d'argent, parce que ces étudiants-là, au privé et au public sélectif, doivent payer des frais de plus en plus élevés. On est rendu dans des écoles publiques au Québec à des frais maintenant d'une école qui coûte 16 333 $ par année. Ça, c'est au public. Donc, c'est là qu'on est au Québec. Il faut des élèves aussi payants du point de vue des notes, des résultats, parce que les écoles, on les place en compétition. Et donc, il y a les fameux palmarès là, que les instituts de recherche de droite publient régulièrement, mais on met en compétition les écoles du point de vue des résultats. Donc, quoi de mieux pour avoir des bons résultats que d'aller chercher les élèves qui sont déjà bons à la base. Donc, c'est notre système scolaire, c'est vraiment un marché scolaire. Et ce que ça crée, c'est donc une 3e vitesse. Je vous ai parlé du privé subventionné, il y a le public sélectif, mais on finit après ça avec le public ordinaire. Donc, au public ordinaire, on retrouve les élèves qui n'ont pas été choisis, souvent ceux qui sont les plus vulnérables, qui viennent de familles moins fortunées, qui ont des difficultés à l'école. Et donc, on les concentre entre eux dans cette 3e vitesse, avec bien sûr beaucoup de désavantages pour eux. Et en plus, on prive les 2 autres vitesses de la réalité de la société de demain. Donc, on place nos enfants dans des silos très jeunes. Oui, au secondaire, on le sait bien, mais même dès le primaire, et vous avez vu récemment un cas est-ce que c'était à Québec? Je pense que oui, d'une fillette de 4 ans qui a été refusée au préscolaire dans une école publique sélective parce que ses notes en mathématiques à l'examen d'entrée n'étaient pas assez élevées. Donc, à 4 ans. Mais c'est tout à fait logique. Je veux dire, c'est très fort au secondaire, mais c'est un cercle vicieux qui se renforce constamment. Plus les parents contournent telle école, bien, plus les parents du futur vont vouloir la contourner. Donc, c'est un cercle vicieux qui se renforce constamment. Donc, la vision, bien, je vous l'ai dit, c'est que les élèves du Québec apprennent ensemble, peu importe leur origine socio-économique. Nos objectifs, plus précisément, donc, dans le plan pour un réseau scolaire commun, c'était donc mixité sociale et scolaire, ça c'est évident, mais aussi l'idée de combiner l'intérêt public et les écoles privées. Donc, vous allez voir comment on se rend comment on atteint cet objectif-là. La question des projets particuliers, c'est sûr que ça faisait partie de
notre table à dessin. J'en parlerai moins aujourd'hui, mais il fallait trouver le moyen d'offrir des projets particuliers comme on les connaît en ce moment, mais sans leurs désavantages qui sont liés à la sélection. Le fait qu'on sélectionne des élèves plus riches ou qui ont des bonnes notes, c'est à eux qu'on offre ces projets particuliers-là. La question de la proximité, en ce moment, bon, les élèves se diffusent partout sur le territoire pour aller à leur école sélective, au lieu d'être chez eux, dans leur milieu, dans leur ville, dans leur quartier. Et la question de la gratuité, bon, j'en ai parlé, les coûts sont prohibitifs dans bien des cas. Nos grandes inspirations, le modèle finlandais, je pourrais en reparler, le modèle ontarien aussi, où il y a une école privée qui n'est pas subventionnée, et le rapport parent, qui est incroyable. C'est tellement visionnaire, on lit ça aujourd'hui, c'est encore inspirant. On dirait que ça aurait pu être écrit hier, donc on s'est beaucoup inspiré du rapport parent. Alors, le réseau commun. Qu'est-ce que ça propose? Bien, ça propose de créer un réseau commun qui va mettre à l'abri du marché scolaire les écoles publiques et ce qu'on va appeler les écoles privées conventionnées. Donc, dans ce réseau commun-là, vous avez les écoles publiques et les privées conventionnées. On offre aussi un statut d'école privée non conventionnée. Donc, je vais vous détailler un peu ce que c'est, mais donc, les écoles privées actuelles auront le choix entre deux statuts, se conventionner ou non. Donc, quelques précisions sur les conventionnés. Donc, elles vont conserver leur statut juridique. Souvent, c'est des OBNL, des coopératives. Donc, ça, elles peuvent maintenir leur statut juridique, comme d'ailleurs les écoles privées spécialisées actuelles, là, qui sont souvent des écoles pour des enfants qui ont un handicap. Ce sont des écoles donc financées à 100% par l'État, mais qui ont leur statut d'école privée, qui sont juridiquement des écoles privées. Donc, ce statut-là existe déjà, en fait. Les conventionnés doivent être à but non lucratif, c'est important, et aussi, elles permettent de maintenir les accréditations syndicales. C'est un peu technique, mais vous avez remarqué que historiquement, les syndicats, même s'ils sont contre le financement des écoles privées, sont assez mous sur cet enjeu-là, ne font pas grand-chose parce qu'ils ont des membres dans les écoles privées. Et ces membres-là leur disent, attention, si on arrête de financer les écoles privées, bien nous, on va peut-être perdre notre emploi, ou bien si notre école se faisait acheter par l'État, bien là, on changerait de commission scolaire et donc on perdrait toute notre ancienneté. Donc, c'est un débat un peu souterrain, mais qui a son importance dans le milieu syndical. Donc, avec notre proposition, les conventions collectives sont maintenues. Donc, on contourne ce problème-là. Les non conventionnés maintenant. Alors, elles continuent à sélectionner leurs clients. Donc, il n'y a rien qui change, que ce soit une sélection par les notes, les examens, ou bien retourner dans les bulletins, par des frais, peu importe la méthode de sélection. Donc, elles maintiennent ce privilège, mais en contrepartie, elles ne reçoivent plus aucun financement public. Donc, zéro, là, ni direct ni indirect pour le transport. On ferme complètement le robinet. Il n'y a plus un sou des contribuables qui rentrent dans une école privée conventionnée. Elles restent malgré tout encadrées par l'État. Ça, je vais revenir plus tard. Et la même chose, bien, leurs accréditations syndicales sont maintenues. Donc, dans le réseau commun, une question qui est très importante, c'est de se demander, mais alors, qui va aller dans une école publique? Qui va aller dans une école privée conventionnée? Comment se fait ce qui est aujourd'hui laissé au marché, finalement? Bien alors, on associe les écoles de proximité aux élèves grâce à une carte scolaire, mais pas n'importe quelle carte scolaire, une carte scolaire équitable. Et ça, je vais vous en parler un peu plus longuement vers la fin. Mais retenez donc l'idée de la carte scolaire équitable. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on met fin de manière effective au marché scolaire. Les écoles ne choisissent plus leurs clients ni par des examens, ni par des frais, ni non plus sur une base ethnique, de sexe ou de religion. Donc ça, c'est terminé. On ne peut plus choisir donc seulement des enfants d'une confession donnée. C'est terminé. On éduque les enfants qu'on nous confie. C'est la fin aussi donc des droits de scolarité. Ces écoles-là sont financées à 100%, sont gratuites. Donc, j'en parlerai pas trop longtemps, mais juste sur le financement de l'affaire, vous voyez donc qu'une école actuelle, une école privée actuelle qui se conventionne va, nous, aux contribuables, nous coûter plus cher. Elle est financée en ce moment à peu près à 75%. Donc, il faut l'amener à 100%. Donc, ça, nous, tout le monde dit que ça va nous coûter plus cher. Mais les écoles privées non conventionnées, elles,
passe de 75 à 0. Donc là, il y a des économies. Et donc, on a demandé à François Delorme, un économiste spécialisé en finances publiques, de nous faire le calcul. Et il en est arrivé à la conclusion. Donc, on économisait environ 100 millions de dollars par année. Donc, il y a plus d'argent économisé grâce au non-conventionnement que de frais supplémentaires liés au conventionnement. Donc, on ne fait pas ça pour économiser de l'argent, mais 100 millions par année, on va le prendre. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Vous voyez en jaune, donc, toutes les épargnes liées aux écoles privées non conventionnées. En rouge, les coûts additionnels liés aux écoles privées qui se conventionnent. Et au total, vous avez le 100 millions d'économies pour le primaire et le secondaire. Sur les parcours particuliers, les projets particuliers, je passe rapidement, mais ce qu'on va proposer pour pouvoir les offrir et donc continuer à bénéficier des avantages des projets particuliers. Parce qu'il y en a, là, ça motive les élèves d'avoir une concentration en art, en sport, en robotique, peu importe, ça a un vrai impact positif. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut essayer de garder ça, mais il faut se débarrasser du gros désavantage qui est la sélection. Donc, on est allé chercher un modèle, en fait, qui existe déjà au Québec, une petite école à Princeville qui a inventé un modèle qui s'appelle la 5e période. En gros, en ce moment, au secondaire, il y a 4 périodes de 75 minutes. On les ramène à 60 minutes et avec le temps économisé, on se crée cette 5e période et c'est là que l'enrichissement se fait. Il est donné par des profs de l'école, donc il n'y a à peu près aucun coût additionnel. Et donc, tout le monde a droit à avoir un parcours particulier sans frais. Donc, c'est un vrai choix, c'est un libre choix parce qu'il n'y a pas de coût rattaché à ça. La carte scolaire équitable. Donc, je vous ai dit que les élèves sont associés à une école via une carte scolaire. On a travaillé sur le plan quand même pendant 2 ans. On a beaucoup de contacts à l'étranger. Je veux dire, le Québec est loin d'être la seule société aux prises avec ce problème-là. Les Français nous ont dit attention à la carte scolaire parce que dans la société, il y a quand même de la ségrégation résidentielle. Donc, si vous amenez un quartier riche au nord dans l'école du nord, le quartier pauvre au sud à l'école du sud, ben, vous ne faites pas vraiment de gain. Et donc, c'est là que la carte scolaire équitable entre en jeu. L'idée, donc, c'est de faire, dans mon exemple nord-sud, ben, un bassin est et un bassin ouest, tout simplement. Et donc là, les 2 écoles sont équivalentes. Les gens sont aussi proches qu'avant de leur école. Donc, ce qu'il faut faire, ce que l'algorithme doit faire, c'est équilibrer la distance école-maison, prendre en compte la capacité d'accueil d'école. Il y a des petites écoles, 700 places, il y a des 2000 places. Et surtout, il doit faire en sorte de tenir compte d'un indicateur socio-économique pour que les bassins sur un même territoire, disons une même commission scolaire, soient le plus semblables entre eux. Et donc, je vais vous donner un exemple. On a demandé à une firme en Suisse qui fait ça pour des villes. En Suisse, les villes s'occupent de l'éducation. Donc, de nous modéliser le cas de Laval. Vous voyez, à gauche, ça, c'est Laval divisé par les aires de diffusion. Ça, c'est la plus petite unité de Statistique Canada. Il y en a à peu près 600. Et on a mis là-dedans un indice socio-économique qui est famille avec des enfants d'âge scolaire où il y a un diplômé universitaire. Donc, vous voyez, en rouge, il n'y en a pas. En bleu, il y en a. Donc, c'est très disparate. Les grosses villes vont être comme ça, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, Québec, ça va ressembler à ça. À côté, à droite, là, vous avez la carte scolaire de Laval, donc tout dans le réseau commun. Donc, les écoles publiques actuelles, les futures écoles privées conventionnées, on leur attribue à chacune un bassin scolaire et l'algorithme joue un peu avec les frontières pour faire les 3 choses que je vous ai dit, équilibrer socio-économiquement, maximiser la proximité et tenir compte de la capacité d'accueil. Donc, vous voyez, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de bleu. Tout le monde était à plus ou moins 5% de la moyenne. Donc, comme parent, moi, je regarde ça, ou un enseignant regarde ça, puis il se dit, ben, pourquoi est-ce que je déménagerais? J'essaie de mentir sur mon adresse, ou quoi que ce soit. Ces écoles-là sont très semblables socio-économiquement. Donc, toute cette peur de se retrouver dans la mauvaise école est balayée grâce à cette innovation-là. Je vous ai mis là un petit résumé. Bon, je vais passer là-dessus. Mais donc, vous voyez, dans le réseau commun, école publique, privée conventionnée, ça ressemble beaucoup. Il y a seulement sur l'autonomie de gestion des privés conventionnés qu'il y a une différence.
Puis de l'autre côté, dans le marché scolaire, bien, vous aurez nos écoles privées non conventionnées, où on estime, nous, qu'il y aura environ 6 % des élèves au secondaire qui s'y retrouveront. On se base sur le cas ontarien, qui est une société semblable à la nôtre, où donc le privé n'est pas subventionné, il coûte cher, et donc environ 6 % des élèves y vont. Quelques questions sur le côté religieux de l'affaire, pour un peu stimuler la discussion. Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque de multiplication d'écoles privées non conventionnées religieuses? Ou donc un groupe religieux quelconque se dira, ben parfait, la belle affaire, on part, on se crée notre école privée non conventionnée. Je vous dirais, en théorie, c'est possible, mais dans la réalité, c'est très, très peu probable. Économiquement, ça ne tient pas la route. Il va falloir que ces écoles-là coûtent au moins 10 000 $ par année, probablement plus, autour de 15 000, beaucoup plus pour les plus élitistes. Mais donc, qu'un groupe religieux puisse demander à ses membres de payer 10-15 000 $ par année pour un enfant, multiplier ça par 2, par 3, c'est très peu probable. Il va en avoir, mais si on regarde le cas ontarien, c'est négligeable. Donc, cette crainte-là, je pense qu'on peut ne pas trop s'en faire avec ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de risque de dérapage obscurantiste dans les écoles privées non conventionnées, dans le sens où sont plus sous l'autorité de l'État, puis là, Darwin aux poubelles, puis etc. Je vous dirais que le risque existe, mais on peut tout à fait le contrôler. Puis le cas ontarien nous montre bien comment on peut le faire. Je vous ai mis là une petite photo du manuel des politiques à l'intention des écoles privées. Donc, c'est un guide du gouvernement de l'Ontario très, très clair pour ces écoles privées, qui seraient donc l'équivalent des non conventionnés, où toutes les normes sont très bien détaillées. Même plus que ça, il y a les pénalités par enfant par jour si les règles ne sont pas suivies. Et de toute façon aussi, le gouvernement ontarien se réserve un peu l'arme atomique, qui est de dire on vous retire le droit de créditer vos cours. Donc, une école qui n'aurait plus le droit de donner de crédit, ben, son diplôme ne vaut plus rien. Donc, on voit que l'État ontarien a tout à fait les moyens, puis donc l'État québécois pourrait faire la même chose pour, même sans les financer, tout à fait contrôler ce qui se passe dans les écoles privées non conventionnées. Dernière question sur les écoles religieuses. Vous vous souvenez qu'en janvier 2019, le premier ministre avait justifié la non-application de la loi 21 aux écoles privées en disant, je le cite, là, on sait que dans les écoles privées, il y a une contribution des parents. Ce n'est pas l'intention d'inclure les écoles privées. On a délimité un carré de sable. Est-ce qu'on aurait dû les inclure? C'est discutable, mais on a fait le choix de ne pas les inclure. Donc, ça, c'était la justification à l'époque. Vous voyez que c'est quand même un peu mou. Il y a l'air à dire on aurait pu le faire, mais politiquement, ça nous aurait causé des problèmes. Le seul argument semble être le fait que si les parents payent, ils ont droit à une sorte d'exemption. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais de toute façon, nous, dans notre cas, avec les écoles privées conventionnées, les parents ne payent plus, c'est gratuit, donc on pourrait imaginer que la loi 21 pourrait s'appliquer tout à fait parce qu'on passe par-dessus cette opposition-là d'origine. Voilà, donc c'était les deux questions que j'imaginais, mais je compte sur vous pour en avoir d'autres. Donc, je vous ouvre le micro, ou je sais pas comment dire. Oui, merci beaucoup.